Nous allons maintenant corriger la deuxième partie du diagramme de rentrée, qui est aussi la deuxième partie du problème de l'agrégation du 20 à partir de liste probabilité, qui est consacrée à la transformée luminale, qui est un objet classique en analyse, qui ressemble fortement à la transformée de Laplace, et qui est également très utile en théorie des nombres, notamment à cause de son lien avec la transformée de Riemann, comme on le verra plus loin dans le problème. Alors, la transformée de Riemann est définie étant intégrale de 0 plus l'infini de t puissance s moins 1 dt, à condition que cette intégrale converge. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'ensemble f, qui est l'ensemble des sigma, tel que l'intégrale 0 plus l'infini, module f de t, t à la puissance sigma moins dt. Donc ça, c'est une fonction positive, donc dire que ça converge, dire que c'est borné, et les sigma ici sont en vrai. Et petit 1, il s'agit de montrer que IF, s'il n'est pas vide, est un intervalle. Donc on va prendre A, B, F, avec A plus que B, et un sigma qui est compris entre A et B, et le but est de montrer que sigma est dans IF. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Tout dépend de t à la puissance sigma moins 1, qu'il faudra comparer à t à la puissance 1 moins 1 et t à la puissance b moins 1. Et pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de se rappeler comment sont les fonctions t à la puissance alpha. Alors, je vous rappelle qu'on a deux comportements T0 et 1, alpha négatif, on a quelque chose comme ça, et si on prend un bêta négatif, il suffit de se rappeler qui est qui. Là, donc, on est en dessous de 0 et bêta est strictement plus petit que alpha sur ce dessin. Il suffit de regarder comment on est par rapport à t à la puissance 0. Plus on s'éloigne de 0, plus le graphe s'éloigne de t à la puissance 0. C'est tout ce qu'il suffit de savoir. Ensuite, entre 0 et 1, le comportement est comme ça. Ces courbes vont toujours se croiser. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai toujours t à la puissance alpha, t à la puissance bêta. Alpha et bêta sont entre 0 et 1. De nouveau, comment sont-ils rangés? Bêta, la courbe t à la puissance bêta est plus proche de t0 et la courbe t à la puissance alpha plus proche de t1. Voilà. Enfin, troisième comportement, quand vous êtes plus grand que 1, donc, à nouveau, t à la puissance alpha, t à la puissance bêta. Cette fois-ci, on est plus grand que 1. Et on s'éloigne de t à la puissance 1, donc bêta plus grand que alpha. Et si vous connaissez ce graphe par cœur, vous verrez que beaucoup de choses vont devenir beaucoup plus simples, en particulier les théorèmes de comparaison pour les séries et les intégrales. Qu'est-ce qu'on a ici? On a sigma est plus grand que A. Donc, regardons ce qui se passe.
on veut utiliser le théorème de comparaison, on sait que ceci converge quand on met A ici, et donc ça va converger quand on met quelque chose de plus petit. Qu'est-ce qu'on constate? Plus alpha et... on va regarder. On constate déjà qu'il y a un changement entre 0 et 1. Ensuite, si donc, bêta est plus petit que alpha, t à la puissance bêta est en dessous de t à la puissance alpha, t à la puissance bêta est en dessous de t à la puissance alpha, et là je les ai tracés dans l'autre sens. Et donc, au-delà de 1, si t est plus grand que 1, on va avoir que t à la puissance bêta est plus petit que t à la puissance alpha, si bêta est plus petit qu'alpha, et si t est plus petit que 1, les inégalités sont dans l'autre sens. Et donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Sigma est plus petit que sigma est plus petit que B, donc on va dire on va prendre bêta égale sigma, alpha égale B, et donc on va avoir la bonne égalité, t est plus grand que 1, f de t, t à la puissance a moins 1, t est plus petit que 1. D'accord? Si vous avez un doute, vous reprenez simplement un exemple, 1, 2, 3, t est plus petit que t au carré si t est plus grand que 1, et t au carré est plus petit que t au cube, donc là on va avoir 2, t au carré, t au cube, c'est dans le bon sens, et puis c'est dans l'autre sens quand t est plus petit que 1. Il suffit de prendre un exemple pour se rappeler, puis après de savoir que c'est tout le temps comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a intégrale de 0 à 1 de f de t, t à la puissance a moins 1 de t, est plus petit que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t, t à la puissance a moins 1 de t, qui est fini par supposer que a égale sigma, et intégrale de 1 à plus l'infini de f de t t à la puissance b moins 1 de t est plus petit que l'intégrale de 0 à l'infini de f de t, t à la puissance b moins 1 de t, qui est fini, cette fois-ci, c'est b qui est l'unité sigma, et donc l'intégrale de 0 à l'infini de f de t, on va avoir t à la puissance sigma moins 1 dt, qui est donc plus petit, on va découper en deux. Pour 0,1, vous utilisez celle-là. Et pour 1 plus l'infini, donc vous avez une convergence. Et donc vous avez un sigma. Donc IF. Bon, et si vous avez AB dans IF et tous les sigmas rentrent, ça veut dire que I sigma est un intervalle. Maintenant qu'on s'est chauffé, deuxième question, il s'agit de montrer que si f
grand L2 de 0 plus l'infini. F égale 0 presque partout sur 1 plus l'infini. Alors, il faut identifier, il faut montrer que I sigma contient l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t puissance sigma moins 1 dt, puisque f est 0 sur 1 plus l'infini, toute la partie au-delà de 1 est automatiquement nulle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une hypothèse sur le carré de f, et on veut dire quelque chose sur f fois cette fonction, donc c'est évidemment qu'il faut utiliser Cauchy-Schwarz, qui relie une norme L1 et une norme L2. Et Cauchy-Schwarz nous dit que ça, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré dt, fois l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance de sigma moins 1 de t, et d'après Riemann. Donc ça, c'est la norme 2 de f, puisque au-delà de 1, f est égal à 0, donc ça c'est fini. Et ça c'est une intégrale, c'est une des intégrales de Riemann, c'est fini si 2 sigma moins 1 est plus grand. 2 sigma. La parenthèse, 2 sigma moins 1 est plus grand que moins 1, c'est-à-dire sigma plus grand que 1,5. En d'autres termes, ça c'est fini, si sigma est plus grand que 1,5. Donc on a bien de montrer que 1,5 plus l'infini est dans I de f. Troisième question. La troisième question, c'est presque logique. Il s'agit maintenant de montrer que f de t puissance sigma moins 1 est défini sur une bande verticale qui est la suivante. On prend S telle que la partie réelle de S est dans F. Alors pour que ça ait un sens, on suppose ça que c'est pas vide. Et puis ce qu'on veut voir, c'est que f de t à la puissance moins t à la puissance s moins 1 est intégrable. Le plus simple pour être intégrable, on veut montrer que l'intégrale ici est indéfinie. Le plus simple pour ça, c'est d'être absolument convergent. De toute façon, comme on veut définir cette intégrale au sens de Lebesgue, puisqu'il n'y a rien de particulier sur la régularité de f, on n'a pas le choix, il faut montrer que le module est intégrable. Et là, il faut utiliser la toute première question du problème. Module d'un produit, c'est le produit des modules, et module de t à la puissance s-1, c'est t à la puissance partie réelle de s-1. Et donc, comme on a pris S dans I de F, par définition, cette intégrale-là est finie. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t, t à la puissance s moins 1 dt est
bien défini au sens de Beck. C'est exactement ce qu'il fallait montrer. Alors, équation légèrement. Pour continuer avec la quatrième question. La quatrième question, maintenant, on va prendre f, la fonction indicatrice de 0,1. Et il s'agit de montrer de vérifier quand celle-ci est définie. Alors, pour commencer, il faut vérifier quand cette intégrale-là converge. Et donc, pour ça, il faut mettre un module de l'intégrale de 0 à 1 de t à la puissance partie réelle de s de t, qui est une intégrale de Riemann, qui est donc finie si et seulement si partie réelle de s est strictement positif. En d'autres termes, I de la fonction caractéristique de 0,1 et ensuite je vais transformer E-1, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de la fonction caractéristique de 0,1, donc l'intégrale de 0 à 1, t à la puissance s moins 1 de t, et ça c'est une primitive de ça, c'est t à la puissance s sur s. Le fait que s soit complexe n'y change rien. Et donc vous trouvez, alors s est positif, donc en 0 ça vaut 0, et en 1 ça vaut 1 sur s. Ça, c'était la question petit 4. Et elle est définie donc sur l'ensemble qui est gardé de D de 1 et 0,1, c'est bien l'ensemble de S, C, quelque partie de S est positif, puisque c'est ce qu'on a fait ici. Enfin, la dernière question, c'est juste la formule du changement de variable. Le changement de variable, alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer la transformée de Mélin de f de lambda x, donc on va dire que, voilà, que x égale lambda t, et c'est un objectif, donc préserve l'intégralité. Parce que ce qu'on veut calculer, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de f de lambda t, t à la puissance s moins 1 t. Et qu'est-ce qu'on dit? Si cette intégrale-là converge,
elle est égale à quoi? Ben, intégrale de 0 à plus l'infini de f de x. X c'est lambda t, donc t c'est x sur lambda. Et dt c'est dx sur lambda. Donc ces deux intégrales-là sont égales, puisque c'est simplement un changement de variable. Et celle-ci converge aussi, puisque un changement de variable ne change pas la nature des intégrales. Et celle-là est maintenant égale à, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper les lambda. On a lambda puissance s moins 1, lambda. Donc c'est 1 sur lambda à la puissance s, f de x, x à la puissance s moins 1, dx. Et donc, ces deux intégrales-là convergent ou divergent simultanément. Ainsi, et la première, c'est m de t lambda f de s, et la deuxième, on a 1 sur lambda s, m de f de s. Ces deux transformés sont définis pour les mêmes s. En particulier, l'endroit où elles sont définies, c'est l'endroit au sens de Lebesgue, c'est l'endroit où ces intégrales-là sont absolument convergentes, c'est l'ensemble. Et donc voilà qui termine la partie 2.